Voilà, si vous voulez bien vous installer. Ce moment dans le parcours d'une personne qui ne pas si vite, la dénonçable, et une cérémonie importante, une cérémonie rituelle qui vient consacrer ce qu'elle a pu investir d'elle-même, sa détermination, sa persévérance, sa motivation. Et je dois dire que pour nous, ici dans l'école, pour les personnes du cycle qui ont accompagné le premier pas de Fresnes, c'est un phare. Tu vas me faire pleurer. C'est bon. C'est bon. Je pleure de... J'ai une émotion de grande gratitude. Nous sommes reliés l'une l'autre par des origines. Par des origines, puisque nous venons toutes les deux du Maghreb, des origines marocaines. Et quand nous sommes vus, nous nous sommes tout de suite reconnus. Immédiatement, une forme de sororité, d'affinité très profonde, qui me permettait d'autant plus de mesurer les pas qu'elle était en train de faire, les transformations qui sont faites en elle. Et dès le départ, c'est installé une grande foi dans sa capacité à réaliser ce qu'elle a réalisé depuis, ce qu'elle avait réalisé avant d'arriver à la violence. Et tout ce qui l'attend maintenant à réaliser. Mais avec la personne qu'elle est, les portes s'ouvrent facilement. Mais elle sait les ouvrir. C'est-à-dire qu'elle sait traverser les portes qui s'ouvrent face à elle. Alors, je vous souhaite un bon moment de partage, de connaissance de cette personne exceptionnelle comme nous. Voilà qui est dit. Alors, il fallait que c'était une présentation géométrique de fin d'études. Alors, j'ai harcelé les mails, je me suis dit, comment est-ce que je fais? Et depuis un mois, c'est pas bon, ça arrive. Donc, ce soir, mon intention est double. La première, c'est vous devez lire ma monographie. Elle est là, en un exemplaire. Et vous allez la demander à Julie, qui est là, premièrement, en donnant votre email, comme ça me facilitera l'envoi. Et la deuxième intention, bien sûr, c'est d'essayer de vous dire l'essentiel ce soir. Et ça n'a pas été facile du tout. Je crois que j'ai essayé de condenser tous les modules de formation. Parce que pour moi, c'était hyper important d'expliquer ce que je faisais. Bon. Donc ce soir, dans les mots que je vais essayer de trouver, parce que là déjà, c'est pas si prévu, vont essayer de tricoter, on va dire, à la fois le logos, comme je vous ai dit, la théorie de la Vedanta, ce qui fonde sa légitimité, hors de toute idéologie. Pour moi, c'était très important. En tout cas, ça sera ma compréhension du logos, de la théorie de la Vedanta, mais aussi le partage plus sensible d'expériences que j'ai vécues qui ont pris racine dans cette salle de danse, il y a 4-5 ans, et qui ont fait naître, il y a
transformation dans ma vie, des choses vraiment concrètes en fait. Et donc pour ce faire, dans un premier temps, je vous exposerai ce que ça veut dire en fait, ce titre. Et j'aimerais aussi vous raconter la naissance du thème, rapidement. Dans une deuxième partie, je vous donnerai des exemples plus concrets, parce qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas la ça. Et j'essaierai d'expliquer l'impact qu'ils ont eu dans ma vie. Et enfin, on conclura de manière poétique et en musique. En musique, pourquoi parce que c'était la première intuition de Orlando Toro. Et je veux aussi qu'on commence en musique avec une chanteuse d'origine tunisienne, du Maghreb, Hélène Filassité. Et cette chanteuse, pourquoi parce que vous allez voir la chanson qu'elle interprète traduit le chemin que j'ai fait en Hélène. Donc, voilà, on commence en musique avec Hélène.
حديد صلصال ونبني بيه عشقة جديدة نصنع من الحديد صلصال ونبني بيه عشقة جديدة Elle a fait évoluer la perception que j'avais de moi, la perception que j'avais de mon corps, la perception que j'avais du monde, du dehors et du dehors. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce terme révolution. Donc la révolution d'astronomie, en astronomie, c'est le trajet, la danse cosmique que réalisent des planètes autour de leur étoile. Et donc là on voit bien qu'il y a une force cosmique, une force d'attraction magnétique qui pousse à la vie. Qui pousse à la vie dans le sens où elle a déjà permis aux planètes de rester sur leur orbite et pas se télescoper. Et elle pousse à la vie cette force d'origine cosmique dans le sens où sur Terre, elle organise les conditions idéales à la vie. Et pour moi, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre Emel et les principes cosmiques de vie? On va définir ce que c'est la Vedansa. Donc la Vedansa, Dios, Dios, qui signifie la vie. Dansa, la danse, le mouvement. La Vedansa, mouvement de la vie.
Pour moi, la violenza a réuni toutes les conditions de l'expression de la vie en moi et autour de moi. Elle m'a fait changer d'orbite, de trajectoire par rapport à l'origine. Et cette trajectoire, pour moi, elle a pris la direction, le chemin de la poétique à partir de mon corps. Parce que c'est ça, l'organisation ne parle pas. On restitue la parole au corps, à l'intelligence extraordinaire du corps. Donc je vais définir ce que j'entends par poétique. Donc poétique vient du grec poiesis, c'est beau, ça signifie l'œuvre, la création. Pour Platon, la poièse, c'est le passage du non-être à l'être, le passage du peut-être à l'expression pleine de l'identité, le passage des potentialités du blanc à l'expression pleine, progressive, du chêne robuste, le passage des innombrables potentialités inhérentes à notre corps à leur expression pleine, un corps qui nous permet de survivre déjà, de vivre, d'agir et d'interagir entre nous, sans qu'on ait rien à réfléchir, pas énormément. Ce qui fait dire donc à Rolando Tovar Araneda que nous sommes, notre corps est agi de manière inconsciente, par les mêmes forces de vie, cette fois-ci à l'intérieur de notre organisme, de manière micro-organique, à l'intérieur de nos cellules qui coopèrent entre elles pour la vie, à l'intérieur de nos tissus, de nos organes. Et c'est ce que nous appelons inconscient vital en détail. Cette intelligence cellulaire et organique du corps, elle va potentialiser notre corporité. Alors c'est quoi la corporité? C'est ce qui nous permet de développer nos habiletés. Courir, nager, bref. C'est cette intelligence du corps potentielle qui nous permet d'agir. Mais aussi celui de la corporalité. Nous sommes faits de chair, de nerfs. Et cette sensibilité qui fait que quand j'ai faim, mon corps me dit. Quand j'ai froid, mon corps me dit. Quand je suis stressée, mon corps il me dit. Et donc, je crois que j'aimerais vous raconter la naissance du thème, la poièse de ce thème autour de. Alors, il est né ce thème il y a 1 an, au gré de mes lectures, en remontant un peu le fil de mon histoire, je me suis rendu compte d'un paradoxe. Dans ma vie publique, je suis une experte du corps. Et en même temps, quand je me suis interrogée pour l'intimité, je me suis rendu compte que je n'étais pas très à l'aise. Je n'avais pas une image très agréable. En fait. Donc je vais essayer de me résumer l'essentiel. Donc moi je suis fille unique avec 4 frères dans une famille musulmane. Et la perception que j'ai de mon corps, elle a été façonnée, on va dire, par le poids de l'interdit religieux et familial. J'avais l'impression que mon corps était un espace à cacher du regard des autres et plus particulièrement du regard des hommes. Donc concrètement, je n'avais pas le droit de mettre tous les vêtements que je voulais, sauf en cachette. Et concrètement, je n'avais pas le droit de faire toutes les activités que je voulais, sauf en cachette. Mon frère m'a emmené dans le sang sachet. Et paradoxalement, j'ai pratiqué la natation en compétition pendant très longtemps. Et là, mon corps, il a été clairement exposé. Façonné, on va dire, par la compétition, la comparaison sociale, la performance. Il fallait être mince et musclé pour performer. À tel point qu'on me pesait publiquement toutes les semaines. Et dès qu'on prenait un petit gramme, humiliation publique, tous les lundis soirs. Ensuite, je suis devenue professeure d'éducation physique. Donc à mon tour, j'ai
l'intimité des corps. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'intimité, en fait, dans mon histoire, j'étais clairement obsédée par lui. J'étais hyper complexée par mon corps. J'étais sans cesse au régime. Sans cesse. Et je ne savais même plus quand j'avais faim parfois. L'image que j'avais vue était absolument affreuse. J'ai traversé l'enfer des troubles obsessionnels alimentaires pendant très longtemps. Bref, je le voyais comme un ennemi et je ne pouvais pas me voir en fait. Isabelle m'a fait penser à quelque chose, même un compliment, je le prenais comme une agression. Donc ça, c'était avant la vie d'homme. Alors, à 38 ans, j'ai découvert la vie d'Elsa avec Léa. Et là, dès la première séance, un grand waouh. C'est ouvert un univers de mini-couleurs-perception que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que mon corps, dès que la musique s'est mise en marche, il s'est mis à faire des trucs que je ne savais même pas que je savais faire. Et les sensations que je ressentais, j'avais jamais ressenti ça. Ma corporalité ne s'était jamais exprimée dans cette dimension-là. La poésie était en marche. J'étais en Vénétia, dès le début. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert mon cou, je me suis dit, il faut que je fasse des choses et tout. Et bon, il a fallu que je me mette, je m'expose et je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte, en fait, que l'image que j'avais de moi, elle avait changé. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens plus en plus belle. Je me sens plus jeune, mon corps. Et Roland, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette surprise de voir les choses évoluer? Il dit qu'en fait, en lieu de ça, les mots de la conscience arrivent en dernier, officialisant parfois avec surprise ce qui n'est plus et qui a été remplacé par ce qui est au gré des divinité intégrantes. C'était ça, la théorie. Et il dit autre chose aussi, il dit qu'en fait, ce processus est un processus somatopsychique. Et là, nous l'avons remarqué ce matin. C'est-à-dire que nous agissons d'abord sur le changement de posture corporelle et peut-être voir émerger des postures existentielles. Alors maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi on agit d'abord par le chemin du corps en déjà ça. Et je vais utiliser quelques connaissances théoriques issues de la Védansa, mais aussi des connaissances universitaires. Et ça peut paraître un peu caricatural parce qu'il faut que je fasse bref, donc il faudra dire la biographie si vous voulez développer. Mais en tout cas, l'enjeu, même si c'est un peu caricatural, c'est de visibiliser des processus sociaux, des mécanismes sociaux inconscients que Pierre Bourdieu, le père de la sociologie française, nomme de répression sociale des corps qui pèsent sur l'individu et qui peuvent conduire à une auto-répression. Dans ma petite histoire, je vous ai dit que mon corps, en tout cas ma perception du corps, avait été façonnée par l'histoire familiale, religieux, le sport, mais plus largement les publicités, les médias, les même pas imaginé à l'heure actuelle, puis les réseaux sociaux, disent qu'il y a encore des endroits exactifs. Autorépression, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'aimais pas. Et c'est pas que mon corps que je n'aimais pas. Je n'aimais pas tout court. Cette forme de répression sociale et subtile conduit à une baisse de l'estime de soi, une diminution du sentiment de soi,
Et il peut conduire, comme je l'ai dit, à l'apparition de cuirasses défensives en splinde, hein. Ça va conduire à des maladies psychosomatiques ou à la dépression. Donc voilà, nous incorporons les valeurs et les structures sociales dans lesquelles nous grandissons. Du corps social au corps intime. En tout cas, ça a été mon chemin, mon expérience. En Bedançon, on appelle ça des écofacteurs. Donc qu'est-ce que c'est les écofacteurs? Donc pour Roland de Taureau, la culture crée un vaste réseau d'écofacteurs qui agissent sur les développements éthiques et affectifs des individus. Ce sont les facteurs environnementaux capables de stimuler ou d'inhiber le développement des potentialités humaines. En Bedançon, nous cherchons à les stimuler par l'intermédiaire de nombreux écofacteurs et dans la partie qui va suivre, j'aimerais donc vous présenter une synthèse de ce qui a été mon processus et qui est toujours mon processus poétique dans les 5 lignes de Bedançon. Donc là, ici, ce que j'aimerais faire, c'est retracer le chemin qu'il existe entre de simples danses et l'apparition du changement dans le mode de vie. Alors, c'est un peu caricatural parce qu'on se dit je fais cet exercice-là et il va se passer. Non, c'est pas ça du tout, bien évidemment, là encore. C'est un peu délicat. Rendre conscient des mécanismes inconscients, mais en tout cas, j'avais très envie de faire ce chemin-là avec vous. Donc on l'a dit, la Bedançon est un processus somatopsychique. Donc d'abord on danse, pleinement, ici et maintenant. Pendant qu'on danse, on lâche un peu et on sent. Et peut-être plus tard, on prend conscience de changements dans le style de vie. Et donc ce que je vais essayer de faire, pour chaque ligne de Vivencia, ça va être de vous présenter là les danses significatives qui ont eu un grand impact pour moi. Et donc, je donnerai des exemples. Je mettrai une petite musique pour que les personnes puissent vous rendre compte un petit peu de l'exercice. Ensuite, je partagerai ce que j'appelle ma parole poétique, ma parole sensible, celle de mes propres expériences. Donc, au travers de témoignages, de comptes rendus ou de morceaux de ma photographie. Et enfin, je donnerai quelques exemples concrets de ce que j'ai pu observer en tout cas, de prise de conscience, de changement dans la vie. Voilà. Donc on va commencer par la ligne de la vitalité. Donc sur cette ligne-là, j'ai découvert l'intelligence et la sagesse de l'autorégulation. Alors qu'est-ce que c'est l'autorégulation? Ralentir pour rester dans le plaisir. Mais lancer dans la vie à partir de ce qui est bon et pas à partir de la performance excessive. Une vraie révolution. Alors, donc le premier exercice, c'est pas un exercice en fait, c'est la courbe physiologique de la séance de Bedançon. Chaque séance est constituée d'une courbe qui respecte l'intelligence organique, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la corporalité, le temps d'activation par le rythme, les danses expressives, etc. À un moment, il y a le temps du ralentir pour sentir et se régénérer, se détendre. La danse qui a été clairement significative, et là, ça a été un déclic, c'est la danse rythmique avec autorégulation. Alors dans cette danse-là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'invitation c'est de danser librement sur une musique sans se préoccuper de la forme et en lien avec la cadence de la musique. Et on se préoccupe sur le ressenti corporel. Comme la musique est un peu longue, on nous invite à moduler l'intensité de notre mouvement pour rester
rester dans le bon rythme. Pas le bon parce qu'on est meilleur, non, le bon parce que c'est bon à l'intérieur. C'est bon dans le langage de la corporalité. Donc une musique... Donc maintenant j'aimerais vous partager un témoignage par rapport à cette danse. Dès mes débuts en Védansa, j'étais particulièrement en lien avec mon rythme et mon élan vital, et en même temps très peu en lien avec ma capacité d'autorégulation. Un peu comme si mon corps était programmé sur un mode unique. C'est bon quand c'est intense et rythmé, jusqu'à l'épuisement. Peut-être l'expression inconsciente d'un surmoi tyrannique élevé au grain de la compétition. Au gré des répétitions dans cette danse rythmique avec autorégulation, j'ai appris à écouter la musique dans les modulations subtiles de son mouvement, comme une possibilité de nuancer l'intensité de mes propres mouvements sans renoncer au plaisir de la vie. Comme si la musique faisait résonner le langage de mon corps, révélant ainsi le langage intérieur, celui de mes sensations, celui de ma fatigue. Et dans cette danse mue par la musique, je me rencontre et je me transforme. Une véritable poétique du corps par le corps. Dans un cadre sécure et nourrissant. Je suis littéralement bombardée d'écofacteurs qui facilitent mon lien à la vie. Je me demande même si ma décision récente de travailler à mi-temps dans un milieu hyper compétitif de l'enseignement supérieur et du sport n'a pas pris ses racines dans cette danse. Et décidément, la conscience est effectivement de la vie, donc je le sais. Donc les changements. Dans le groupe L2, je dis souvent, j'ai l'impression que maintenant, pour m'orienter dans la vie, quand j'ai une décision à prendre, j'ai l'impression que maintenant je la prends de plus en plus avec mon corps tout entier, pas que ma tête. Clairement, j'ai une meilleure régulation je dors mieux depuis longtemps. J'adore les siestes. Et j'ai l'impression qu'en fait, mes réactions face au stress, elles sont beaucoup plus harmonieuses. Du point de vue alimentaire, c'est en écrivant la monographie que je me suis rendu compte que j'avais retrouvé l'instinct de satiété, le sentiment de j'ai plus faim. J'avais perdu. Et aussi la régulation de la boulimie des activités de bien-être. Quand je l'ai fait à la Védansa, j'ai des plein d'activités et j'en faisais, bon bref, j'ai essayé de les étendre en faisant plein d'activités. Donc une régulation des instincts, d'exploration et de... Sur la ligne de l'affectivité maintenant, j'ai découvert l'intelligence du feedback. Ce matin, Hélène qui parlait de l'interdépendance. On peut parler aussi d'intelligence affective ou relationnelle. Donc là, je ne pourrais pas dire qu'il y a une danse qui a été significative, mais qu'il y a plein de danses qui ont contribué à ça. Donc les coordinations, les synchronisations à deux, à plus, les rondes, les rencontres, les danses de rythmique, de tenue. Et là, dans le partage dimensionnel, je me sentis, je l'ai appelé de la CNV à la CNV. Dès la première séance, ma facilitatrice a précisé que certains exercices se réalisent à deux ou à plus pour exercer notre capacité à nourrir des relations saines, harmonieuses. C'était un des objectifs de la Védansa. Elle a appelé ça la relation en feedback, où chacun a son propre mouvement en lien avec l'autre, dans l'espace relationnel. La musique devient alors la chef d'orchestre et le repère commun, permettant de co-créer une danse qui se révèle être plus que la somme des deux mouvements. Quelle révolution pour moi qui pratiquais la CNV, la communication non violente, avec des mots. Ici, c'est par le corps éprouvé
que nous pouvions expérimenter une CNV, une communication non verbale, qui ressemble ne ressemble en rien à une relation où l'un dirige et l'autre suit, ou inversement. Je goûtais à la saveur organique de l'altérité corporelle et de l'écoute mutuelle sans indice. Donc là, les changements que j'ai pu voir, encore c'est pas évident de poser alors que c'est que j'ai l'impression que dans les relations diverses, je suis plus à l'écoute de mon corps, j'écoute plus comment voilà, une sensation, et un peu moins ce que je me raconte, et j'écoute plus aussi les réactions corporelles de l'autre. Et pas nécessairement des mots d'ailleurs, plus la posture. J'ai l'impression donc d'avoir peut-être gagné en authenticité organique, c'est-à-dire ce que je ressens à l'intérieur, je le manifeste, je le dis. On parle d'intégration affective autrice. Et du coup, ça a déboulé sur débouché, pardon. Ben voilà, j'ose dire stop aux relations qui ne portent pas la saveur corporelle de cette altérité, cette équivalence organique. Et des fois, c'est des longues relations. Et j'ose exprimer des désaccords à ceux que j'aime. Chose que je ne faisais pas nécessairement avant, parce que j'ai peur de couper les mains. Et là, il y a quelque chose qui est plus sécure à l'intérieur. Pour l'affectivité. La ligne de la sexualité. Donc moi, là, j'ai découvert l'intelligence de l'éros primordial. La ligne de la sexualité, dans mon histoire, a été la ligne, je pense, la plus réprimée, et donc celle dans laquelle j'ai vécu les plus grands bouleversements. Alors, l'éros primordial, je ne vais pas développer, mais pareil pour dire. Mais ce dont je me souviens et que je garde, c'est que tu avais dit une fois, Hélène, alors je ne sais pas si c'est Rolando ou c'est un autre auteur, que le plaisir était le stratagème que la vie avait trouvé pour se reconnaître en elle-même. C'est-à-dire que quand on se dit bien, c'est qu'on est vivant. Donc nous suivons ça. Et c'est ça que j'ai découvert. Il y a eu deux danses particulièrement significatives. La première, c'était la danse d'intégration synesthésique des 300. Donc dans cette danse, on est invité à une danse individuelle, à réaliser des mouvements lents qui partent des hanches et qui se propagent dans tout le corps sur une musique sensible et voluptueuse. Lors du week-end de formation principe biocentrique et inscription vitale. La danse qui m'a semblé être la plus significative était les danses, c'était l'enchaînement de la danse d'intégration des 3 centres individuels, puis à 5. Elle a constitué une merveilleuse possibilité vivencielle pour réhabiliter les instincts fondamentaux de la sexualité avec mes affects et avec mes valeurs. Elle a agi comme un baume cicatrisant et apaisant. Je goûtais à la fluidité de cette énergie suave et radiante qui circulait et passait dans mes 3 centres et qui coulait enfin jusque dans mon bassin. La danse du ventre mécanique, apprise et stérile, intégrait enfin un plaisir spontané. Danser et m'offrir à la matrice d'un bon sécu m'a permis de lâcher encore plus, d'aller encore plus loin dans le plaisir synesthésique. Je me sentais enfin reconnue et soutenue par les miens. Deuxième couche de baume cicatrisant. Donc les changements, je vous l'avez compris, d'un plaisir coupable ou un peu
aussi la contacter. Un plaisir de plus en plus savoureux, le grand mouvement et de la danse de la caresse des pieds à deux. Ah, j'ai pas mis la musique. Ah ouais, je vais la faire. Donc dans cette danse, on est à deux, une personne est allongée sur le dos, elle ferme les yeux et l'ami offre des caresses sensibles des pieds sur une musique sensible. Je me rappelle de cette danse de caresse des pieds en deuxième année d'école. Elle a toujours... sauvé. Elle a tout jamais changé ma vie. Dans ce contact plein et affectif d'un de mes camarades, je me rappelle encore m'être surprise à ressentir une sensation chaleureuse presque inqualifiable. Elle a fait naître avec fulgurance le sentiment que mon corps m'appartenait enfin, vraiment, et pleinement. Comme si cette vivencia accompagnée avait ouvert la possibilité de vivre et de sentir le plaisir de mon corps sans honte ni culpabilité. Intellectuellement, je savais que c'était un des objectifs de la Vidansa. Mais à cet instant, je le vivais intensément. Je le savais parce que je le ressentais en dedans et je ne pouvais plus jamais le nier. À cet instant, tout en moi savait que le réapprentissage des fonctions originaires de vie par la Vidansia n'était pas qu'une théorie. Il passe par la rencontre humaine de deux sensibilités. Un bain synesthésique donnant naissance au sentiment intense d'existence et de sens, le faisant transiter de l'anesthésie corporelle à la sensation pleine. Sur la ligne de la créativité. Alors la créativité existentielle, pour résumer, je dirais que c'est la capacité de faire de sa vie une œuvre d'art. Donc là c'est pareil, il n'y a pas une danse qui m'a particulièrement tout changé, il y a plusieurs choses, les jeux, les danses créatives, expressives, techniques ou mélodies. Donc elles ont pour objectif de libérer la spontanéité du mouvement, sortir des gestes habituels et appris, et ouvrir l'espace de la corporalité. Donc moi là, mes ressentis, je crois que je les ai déjà dit tout à l'heure, quand j'ai découvert la Vidansa, je me sentis moi plus que moi dans un mouvement savoureux, moins cérébral, plus spontané, et un peu hors de mes schémas. Donc concrètement, qu'est-ce qui a changé? C'est un peu vaste, mais de manière générale, je crois que j'ai commencé à me foutre du regard des autres. C'est pas encore gagné totalement, mais ça a vraiment bien avancé avec la Vidansa et donc ça me permet de donner un peu d'audace. Donc qu'est-ce que j'ose faire? J'ose plus de spontanéité, vraiment de fois mieux. Jouer. J'ai découvert ma capacité à jouer la Vidansa. Je mets des vêtements différents d'avant. Et même à la fac. Sourire la bouche ouverte. Je m'étais jamais rendu compte de ça. Et c'est toi Isabelle qui
j'ai la bouche grande ouverte. On m'avait appris à fermer la bouche. J'ai dû donner cette possibilité. J'ai osé offrir le bal de mes rêves, je crois que vous savez tous. Pour sortir des sentiers battus, là. Je de plus en plus me montrer moins par terre en public et déposer la crevasse ruisselante, étincelante de la prof de fac ici. Et j'ai osé intégrer la communication ambulante à la BNSA à l'université. Et ça, je l'aurais pas cru. Pour terminer la transcendance. Donc là, de la même manière, j'ai pas mis la musique non plus. Je vais pas vous dire. Avant, je n'aurais pas dit ça. Donc les danses de fluidité, les positions génératrices, les danses archétypales m'ont particulièrement stimulé de ce point de vue-là. Et là, j'aimerais vous partager un dernier ressenti. Alors, un peu. Je sais pas, bien sûr, mais je ne dis pas. Dans l'espace sécure du groupe, j'ai progressivement appris ou réappris à me laisser traverser par un flux d'union avec les autres et avec le tout. Transitant ainsi progressivement de la perception du corps tabou à celle d'un corps sacré. Et les mots du module sur l'inconscient vital, donnés par Hélène, me reviennent en plein cœur, telle une vivencia transcendante. L'univers existe parce que la vie existe. Mon corps existe parce que la vie existe. Donc tous nos corps sont des temples sacrés. Bon. Les disqualifier ou les nier constituent de véritables meurtres ontologiques, identitaires. La domestication et la répression sociale des corps évoquées en première partie sont donc une atteinte à la sacralité de la vie. La vie qui est antérieure à toute civilisation, antérieure à toute religion, à toute idéologie. Je crois à cette vision éthique de la vie, au principe décentrique. Ils m'ont permis de transcender grâce à la délicatesse des rosses, et grâce à les principes incorporés durant mon enfance et mon adolescence. Aujourd'hui, je peux également un peu plus transcender celle que j'ai moi-même générée par la colère intense contre ces systèmes, ces formes de répression sur les corps. Au gré de mes années d'école en BNSA et de formation au CNV, j'ai compris qu'aucune culture n'agit volontairement contre la vie. J'ai compris que toute forme de religion, d'idéologie ou autre culte condamne le corps, cherche de manière totalement tragique, voire dramatique, à comprendre le sens de la vie et ainsi à accéder à la transcendance. Je peux aujourd'hui me relier à cette quête du sacré, mais rejette fermement les interdits culturels, religieux, familiaux, qui profanent les corps et en particulier sur les femmes. Musique. Musique. Je crois que ça se passe.
J'aimerais un peu nuancer mon propos. C'est pas magique. On crée des énergies intégrantes, de la répétition, du temps, dans un groupe sécure, consistant. Donc sur notre appétence au changement, parce que c'est quand même pas facile, hein. Il faut du courage. Ben, on peut progressivement, quand on pratique la méditation et qu'on s'engage, revenir à observer des modifications symboliques. En tout cas, moi, cette trajectoire, je l'ai appelée processus de renaissance à l'abondance. Et c'est invité un poème. Pour moi, pas poétique, parce que la poésie, vous l'avez bien compris, c'est le développement des potentialités corporelles et leur expression pleine. Et lorsque ces potentialités rencontrent l'affectif et trouvent le chemin de vie, ça devient la poésie. Et donc, pour clôturer, j'aimerais vous offrir un poème que j'ai écrit et que vous projetez. Renaître à l'abondance. Renaître à l'abondance, renaître kiff, extase, exquise, ouvrir les yeux, reconnaître le plein, le beau, l'accompli, et jouir de tous mes sens, le temps suspendu. Vers ce verre plein, ce chemin parcouru, mettre en lumière encore et encore, jusqu'à ce que la coquille se forme. Et puis laisser entrer la douceur. Dans l'interstice des cuirasses avec le temps. Déposer les armures et laisser entrer la chaleur. Renaître à moi-même, un peu tous les jours. En portant ce regard plein d'amour, en dedans, en dehors. Ouvrir les portes, les bras, le cœur, au rencontre du ciel. Et comme un nectar divin, en abondance.
vient, enfin le définitif qui vient de la International Biodanza Federation. On va prendre un peu plus de temps parce qu'on va communiquer à la fédération que les femmes aux nouvelles facilitatrices, mais son numéro officiel, il est déjà définitif. Et donc elle va être enregistrée au registre international des professeurs de biodanza. Mais elle m'a aussi souligné quelque chose. Habituellement, quand je fais ce diplôme provisoire, j'ai dit professeur sans le E à la fin. Mais comme j'ai dit, d'ici je n'ai pas le E, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est clair, ça va le faire. Alors que la première qui a écrit un E à la fin. La pivoine, elle a cet extraordinaire cœur serré dans son bouton, plein de toutes ses potentialités. Et progressivement, avec la chaleur du soleil, avec l'eau et la rose, avec le terreau enrichi dans lequel elle pousse, elle a ses pétales qui s'ouvrent, un à un, jusqu'à révéler la plus grande dans l'âme. Un cœur fourni, charnel. Nous aimons quitter de pivoine parce qu'elle fleurissent comme ça. Alors voilà, à toi de la faire fleurir encore. Et elle est blanche. Et longue vie à cette nouvelle mission qu'elle va ouvrir, parce qu'elle le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que tout frère nous ouvre la porte de l'université à la Bélança. Elle va commencer au mois de septembre, un groupe à la fac. Ça lui a été demandé. Bravo. Bravo. L'écriture de ma monographie a commencé par des remerciements et j'aimerais qu'il trouve le chemin de l'oral. Merci car chacune de nos rencontres m'a aidé à grandir
dans une poétique de la rencontre humaine. Mon premier merci va vers toi, Noah. Tu avais 6 ans et je voulais que tu danses, car moi je n'avais pas eu le droit. Tu m'as mise sur la voie. Et quand le choix s'est posé d'entrer ou non dans cette longue formation, tu avais 7 ans et tu m'as dit « Vas-y maman, je m'adapterai ». Telle une maestra encore bien connectée au flux de la vie, tu m'as fait grandir en tant que maman, et tellement plus encore. La biodanza m'a transformée et a transformé notre lien à jamais. Merci aussi à ma famille, mes frères, mes belles-sœurs, nièces, neveux, Loïs, qui ont suivi mes tribulations, mes évolutions au gré des années, et ont été un soutien précieux et indéfectible jusque ce soir. Ensuite, j'aimerais remercier avec une gratitude infinie Rolando Toro Araneda. Merci d'avoir créé, modélisé et transmis cet extraordinaire processus, cet accélérateur de vie. Merci d'avoir eu le génie de révéler dans de si simples danses tant de secrets à découvrir ensemble. Merci aussi pour ce que j'ai longtemps appelé l'arrière-scène, pour ce qui explique la raison des choses en biodanza et qui établit ses effets à partir de bases scientifiques solides et concrètes. Aujourd'hui, elles me permettent d'expliquer et de transmettre cette même raison des choses, évitant ainsi tout amalgame ou quelconque idéologie. Merci aussi pour la poésie qui s'est invitée dans ma vie bien au-delà des salles de danse et qui modifie à jamais le regard que je porte sur le monde du dedans et du dehors. Et enfin, merci pour la transmission de la biodanza dans le monde entier qui m'a fait rencontrer Béatrice, ma première facilitatrice. Celle dont les mots et les danses si évidentes, belles et simples sont venus me toucher en plein cœur, impulsant ainsi une véritable réanimation affective hebdomadaire. Ma chère marraine de cœur de danse, je te remercie aussi pour ton soutien délicat et précieux qui m'a donné le courage de faire cette formation et de rencontrer Hélène Lévy-Benseft. Chère Hélène, les mots ne sont pas encore assez mûrs pour te dire tout ce que notre rencontre a bouleversé dans ma vie. Merci pour toutes ces portes dont tu as facilité l'ouverture, parfois avec éclat, fracas, et parfois en passant par le chat de l'aiguille, tout en douceur. Il est des rencontres humaines qui transforment à jamais. Tu en fais partie. Merci Bruno pour ton soutien indéfectible et pour avoir vu en moi ce que je ne voyais pas encore. Merci pour avoir accompagné chacune de mes compréhensions et incompréhensions de la biodanza avec tellement d'amour et de patience. Merci pour tes bravos, constants et consistants, alors que je ne percevais qu'un tout petit bout de l'immensité. Ils ont été de doux et puissants repères sur mon chemin. Maintenant, j'aimerais remercier Catherine et Michel, chères directrices, pour avoir orchestré avec tant de persévérance et d'affectivité les contours d'un cocon nourrissant, celui de la colline qui m'a permis de grandir durant ces années et de me sentir comme chez moi, dans la chaleur d'une famille dont vous avez été les anges gardiens, et bien plus encore. Et merci à mes sœurs et à mes frères de l'école de la vie pour votre patience, votre amour, votre courage à oser et votre liberté d'être. J'ai tellement reçu à vos côtés. Un grand merci à celles et ceux qui, à leur tour, ont embarqué dans l'aventure de la découverte de la biodanza au sein de mon groupe hebdomadaire à Saint-Janet depuis 2021. Merci pour votre confiance, vos regards et vos danses, qui sont pour moi autant d'expériences significatives et poétiques qui nous font grandir, tous ensemble. Et enfin, un merci tout particulier à ma mère et à mon père pour m'avoir transmis leur résilience, leur créativité existentielle, leur capacité à rebondir, quels que soient les obstacles, sur leur chemin.